C'est une association qui lutte pour la défense des droits fondamentaux. Donc en gros, le premier combat qu'on a commencé à mener, c'était le combat des sans-abri, personne à la rue. Il faut savoir qu'en France, et ça personne ne le sait, on a une constitution qui protège les individus. On a le droit à une vie décente, c'est dans le préambule de la constitution, c'est dans la déclaration des droits de l'homme. Et c'est vrai que ce droit-là, qui est fondamental, est complètement bafoué. Alors, à l'origine, c'était un droit qui avait vocation à fixer un objectif. On savait très bien qu'on n'allait pas donner une vie décente à tout le monde comme ça. Mais bon, ça fait 50 ans que ça dure, 50 ans que ça empire. Donc nous, on s'est dit que devenir un groupe de citoyens qui se mobilisent, même d'une façon symbolique, c'est-à-dire qu'encore une fois, là, on n'est pas des milliers, etc., mais le peu de personnes qu'on est, symboliquement, représente la problématique de l'immigration, de l'asile, de l'accueil des réfugiés, et c'est tout simplement scandaleux. Donc c'est rendre visible un problème qui est beaucoup plus large, grâce à un groupe de personnes qui partagent aussi le combat pleinement, parce que l'idée c'est de faire ça ensemble. Je suis le porte-parole, mais j'ai été porte-parole aussi parce qu'on était très peu à se mobiliser finalement. On s'est bien rendu compte que les citoyens comme toi et moi, on était quelques dizaines, quelques vingtaines, et pas plus. Après, c'est les personnes concernées qui se mobilisent, et c'est ça qui est malheureux, quoi. C'est que finalement, ces personnes-là sont tellement fragiles, elles sont tellement dans la lutte pour trouver à manger, trouver un petit peu de sécurité, un peu de soins, que finalement, ça bloque. On a besoin de militants, on a besoin de personnes mobilisées, un petit peu comme une armée de réservistes, quoi, des gens qui sont prêts à bouger à un moment donné, parce qu'on voit bien que les gens s'épuisent dans la mobilisation. Donc au final, nous, on interpelle finalement très rarement les gens, on est très peu souvent en demande de mobilisation, mais quand on est en demande, il n'y a personne. Alors qu'on se bat là, en l'occurrence, sur le mal logement et les sans-abri, on se bat pour 10 millions de personnes en France. C'est-à-dire le problème du logement trop cher, inaccessible, touche 10 millions de personnes. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème, on n'arrivera pas à résoudre la partie visible de l'iceberg qui est les 100 à 600 000 sans-abri. Et on parle des sans-abri qu'en hiver, de manière saisonnière, alors qu'ils en meurent plus en été, et qu'encore une fois, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Donc on ne traite pas le mal à la racine, et ça, c'est très bizarre. En France, on est 70% à avoir droit au logement social, et on est 2 millions à attendre d'avoir accès au logement social. Donc au final, bon, il n'y a pas de volonté politique, c'est ce qu'on dénonce, et puis on voit bien qu'il y a des ministres comme Boutin qui, pendant toute leur mandature, disent non, tout va bien, on a les budgets, on a tout ce qu'il faut, et puis le lendemain de son éviction, elle s'est fait virer avec perte de fracas, elle a dit ce qu'elle nous disait tout bas pendant tout le temps où elle était au ministère, c'est-à-dire en gros j'ai pas les moyens, c'est la 25e roue du carrosse, c'est un scandale, c'est contre-productif. Nous ce qu'on essaie de pointer aussi c'est que ça coûte cher à une société de conserver comme ça une poche de 10 millions de personnes qui sont très fragilisées par le logement. Ça coûte très cher, on ne peut pas élever ses enfants, on ne peut pas se construire, on ne peut pas avoir de projets. Et puis pour les 3,5 millions de très mal logés, c'est les caravanes, les campings, les caves, c'est ridicule quoi. Donc ça coûte très cher à une société. Et ça, investir massivement sur cette question-là, mais que ce soit de l'argent ou des outils politiques, parce que les préfets par exemple, c'est pas de l'argent. Les préfets quand ils travaillent sur les expulsions des étrangers, etc., ils font bosser leurs équipes, c'est pas de l'argent, ça c'est de l'activité politique. Et bien l'activité politique, elle va sur des sujets qui sont médiatiques, qui sont artificiels, concrets, et sur des sujets de fond essentiels, et ben on zappe le truc. Alors quand on parle de pouvoir d'achat, etc., tu vois, à un moment on pourrait récupérer beaucoup de pouvoir d'achat en faisant du logement social, comme c'est la loi. Comme la loi le préconise. Il y a 5000 personnes qui dorment à la rue. On leur propose des gymnases en hiver et puis en été ils crèvent en silence. Il y a eu des changements positifs du côté du monde associatif. Le monde associatif qui est subventionné par l'État, donc c'est un instrument de l'État pour agir. En gros, on donne de l'argent pour ouvrir un bâtiment, mettre une équipe de travailleurs sociaux et loger des gens. Ces gens-là, ils sont tenus par les couilles, puisqu'ils sont payés par l'État. Donc ils ne peuvent pas s'opposer. Quand ils s'opposent, ils se font taper dessus et tu mets en jeu tes subventions. Donc au final, on a réussi à casser un peu ça en créant un collectif qui représente 90% de tous les acteurs qui travaillent sur cette action. Mais c'est aussi parce que nous, on avait la liberté, en étant non subventionnés, de pouvoir agir comme on l'a fait, en mettant des tentes, en interpellant fortement, et bien qu'on a pu obtenir des avancées très fortes finalement au niveau du secteur associatif, parce que derrière nous, ce qu'on disait tout haut, elles le disaient tout bas. Nous, on s'est appuyé que sur leur expertise pour parler. On n'est pas des experts, on n'était pas des experts avant.
Au final, on a dit à des experts qui ne sont pas entendus parce qu'ils sont liés, et ça, c'est pas normal. Et après, sinon, politiquement, on a rencontré Fillon 3 fois, on a essayé de mettre des tentes, à chaque fois, on nous envoie les CRS, à chaque fois, on saupoudre en lâchant 200, 300 millions. Mais encore une fois, on trépale le mal à la racine, donc il ne se passera rien, c'est encore pire. Et puis alors, je tiens à dire que mine de rien, là, le gouvernement actuel a baissé les budgets du logement et de la ville de 10% tous les ans, et on ne peut pas faire plus avec moi. Là, avec les Afghans et les réfugiés kurdes, tadjiks, iraniens qu'on loge un petit peu là, on enclenche un rapport de force, c'est sûr, qui reste symbolique, puisqu'on n'est pas avec tous les migrants, on est juste avec une petite poignée de migrants, mais on voit bien qu'il y a tout le secteur associatif, on voit bien qu'il y a tous les acteurs qui sont là autour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là qui sont payés par l'État pour agir, comme France Terre d'Asile, la CIMAD, ces gens-là, ils attendent que ça finalement. Ils attendent que les conditions d'un rapport de force soient remplies pour commencer à communiquer et à dire que ça va mal et à casser l'ignorance. On voit bien que c'est le gouvernement qui communique en envoyant des forces policières à Calais, et tous les médias sont là, et donc il y a une communication qui est organisée, qui est pilotée par le gouvernement, et puis en face, les associatifs, eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait nous Donc nous, on fait quelque chose qu'on peut se permettre de faire, parce qu'on a un philanthrope qui est extrêmement éthique, hein, c'est un fils de grand résistant, Olivier Lafont, qui tient ce lieu, qui a investi dans ce lieu. Il prend des risques en logeant tous ces gens-là, il n'a pas le droit de le faire. Donc avec ça, on a pu commencer à rencontrer tous les acteurs, à mettre tout le monde autour d'une table et à dire c'est que le début d'une mobilisation qui va durer sûrement longtemps, et parce qu'on commence à connaître le truc, tu vois, les Don Quichotte, et si ça durera 4, 5, 6 mois, ça durera 4, 5, 6 mois. Et lundi, on doit rendre les lieux, donc on va trouver un autre endroit, et si on se fait dégager par les CRS de cet autre endroit, on mettra des tentes de réfugiés, comme dans un pays en guerre, et ils le méritent bien, tous ces gens qui sont avec nous. Des réponses par voie de presse, donc ça ne veut rien dire. On a Besson qui dit Legrand fait des déclarations tonitruantes, a priori il ne connaît rien, il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la situation, les mineurs sont hébergés, il n'y a pas de souci, quand ils ne veulent pas être hébergés, qu'est-ce que qu'on fasse, on ne fait rien. Et c'est les passeurs, c'est à cause des passeurs. Mais enfin, ce que dit pas Besson, c'est que si les passeurs font leur gras en ce moment sur les berges du canal et aux abords de la guerre de l'Est, c'est parce qu'ils envoient des charters en Afghanistan. Donc les mecs, comment tu veux qu'ils aillent en préfecture, faire connaître leur dossier, leur truc, etc. S'il y a des charters qui partent pour l'Afghanistan, tu vois, le droit d'asile n'est pas respecté. Donc pour faire une demande d'asile, il faut un domicile. Enfin, ces gens n'ont pas de domicile. Il faut aussi parler français ou avoir un traducteur. Il faut être accompagné pour ça. Il n'y a personne. Les mômes, ils débarquent, ils se posent sur le canal, et puis ils attendent, et puis on leur dit attention, là c'est un pays de merde, on va vous renvoyer ici. Planquez-vous, et puis par contre tu me files 3, 4, 5 000 euros, et je te fais passer en Angleterre, au Danemark, et là c'est vachement mieux l'Angleterre et le Danemark. Tu vois. Dimanche, on installe un rapport de force plus visible. Ça veut dire ouvrir un bâtiment public qui est vide depuis très longtemps. Et si on se fait dégager par les CRS, on installera un camp de réfugiés avec Médecins du Monde, avec Emmaüs, avec MSF. Et on espère vraiment que là, le gouvernement ne se permettra pas de nous envoyer les CRS. Quoi. Alors on va sortir des tentes qui sont dans des pays en guerre. On paye ces associations pour aller à l'étranger, s'occuper des réfugiés, etc. Enfin, on a des réfugiés de guerre là en France. On a des gens qui sortent, qui quittent. T'as vu les histoires qu'ils ont, tous ces jeunes là? C'est que des histoires terribles. Nous les petits Français, si on avait vécu un quart de ce qu'ils avaient vécu, on serait déjà à fond de Temesta ou avec une corde autour du cou. C'est insupportable. Moi j'ai un pote qui bosse Gare de l'Est et qui s'occupe d'eux dans un centre d'accueil de jour. Les mecs prennent des douches. Le type il était un peu FN, tu vois, avant de connaître la problématique. Un peu, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, faut pas exagérer, etc. Il a été dans les douches une fois pour filer des trucs. Les mecs ils ont tous des blessures de pare-balles, ils sont tous écorchés. Donc on va installer un camp de réfugiés. Non, mais t'as raison, c'est-à-dire que pour moi, j'ai jamais fait de différenciation entre SDF français et SDF étranger. Enfin, on a tous le droit à un hébergement décent dans ce pays, on a tous le droit à un logement décent. Et même eux qui arrivent de pays, c'est un droit. Donc pourquoi? Alors après, on s'est battu avec les sans-abri dans
toute leur globalité à l'époque du canal. Il y avait une centaine de sans-papiers qui ont eu tous leurs papiers, etc. Aujourd'hui, là, on a affaire à une communauté qui est communautarisée, qui est sur les bords du canal Saint-Martin, sur 3 ponts, ils sont 200, 300 à dormir. C'est que des Afghans, des Tadjiks, des Iraniens, des Kurdes. C'est ces gens-là qu'on fait venir là, parce qu'ils sont faciles à faire venir. Et puis en même temps, on voit bien aussi qu'avec une lutte avec des sans-abri français, entre guillemets, on a des problèmes d'alcool, de violence, c'est extrêmement compliqué. Et puis nous, on met des tentes là, maintenant depuis 3 ans pour relancer un rapport de force. À chaque fois, il y a les CRS qui arrivent qui nous arrachent toutes nos tentes. Qu'est-ce qu'on peut faire à un moment ? De force sont nécessaires dans ce pays parce qu'on est dans un pays de cons, voilà, d'ignorants, de politiques qui pensent à très court terme, à leur réélection, parce qu'il n'y a pas de courage dans ce pays. J'ai un moment quand on voit comment on traite nos enfants, dans leur éducation, comment on traite nos handicapés, comment on traite nos vieux, comment on traite même nos pêcheurs, ou nos agriculteurs, ou nos routiers, enfin on se fout de la gueule du monde. Alors on attend que les mecs bloquent des préfectures, qui bloquent des routes, pour saupoudrer de l'argent à droite, à gauche, alors que c'est des problèmes structurels. Il faut changer de modèle, c'est sûr. La fracture nord-sud, c'est pareil. Moi j'ai honte, mais sincèrement j'ai honte depuis que je suis gamin sur toute cette communication où on est dans le pays des droits de l'homme et on dit qu'il faut agir sur l'Afrique, sur la fracture nord-sud, que c'est un scandale. Que là aussi c'est contre-productif pour l'humanité de ne pas agir. Mais malgré tout on fait des promesses, on dit on va mettre 20 milliards en 5 ans et au bout du compte, au bout de 5 ans, on sait qu'on a mis que 2 milliards. Quoi. Et c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps la même chose. Alors que, mine de rien, enfin, voilà, on manque de courage politique dans ce pays et c'est un scandale. Moi je vois les Norvégiens, les Danois, c'est des mecs beaucoup plus malins. Les pays nordiques, ils savent accueillir les réfugiés. Ils savent faire une industrie propre. Les fonds de retraite en Norvège, ils sont à gaver de thunes parce que tout l'argent du pétrole, ils l'ont mis dans les fonds de retraite. Enfin, c'est des gens intelligents, quoi. Tu regardes la télé en Norvège, il y a des vrais débats. Alors c'est aussi, on pose la question du débat démocratique dans ce pays et de la facilité avec laquelle on laisse faire les politiques pour faire des effets d'annonce incroyables. Et puis derrière, alors je te prends la maison à 15 €, je te prends tout, quoi. C'est dangereux, hein, parce qu'en France, finalement, on vote plus pour des personnalités et des caractères plutôt que pour un programme. Et le père Sarko, là-dessus, c'était le meilleur vendeur de tapis du monde, quoi. C'est le type, tu mets sur un marché, il dégomme tout, quoi. Mine de rien, l'effet boomerang, je pense que ça va jouer en notre faveur. C'est qu'il va se leur prendre en pleine poire. Les ouvriers, les précaires, les mal logés, tous ces gens, les retraités, tous ces gens qui ont eu confiance en lui, à un moment, je pense que ouais, ça va bouger, quoi. Bah non, je peux pas dire que j'ai vraiment de meilleurs souvenirs parce que j'ai toujours vu que c'était pas jamais gagné, quoi. J'ai toujours vu que. Et c'est vrai que quand on est sur un ring, je suis au milieu du combat. Donc je peux pas dire que j'ai eu un meilleur moment. Le moment le plus douloureux, je crois que c'est. On a perdu beaucoup de gens. Et aussi le moment où on se rend compte que le feu de paille médiatique justement s'éteint et que quand il n'y a plus ça, alors qu'on a le même outil dans les mains, il n'y a plus de rapport de force, que tu as beau faire ce que tu veux, t'as plus rien, quoi. Et que même pour communiquer, expliquer aux gens que ça avance pas, que les promesses sont pas tenues, ça c'est mes pires moments. C'est peut-être aujourd'hui là. Je sais pas. Je pense que je regrette profondément d'être parti en Afrique du Sud tourner mon long métrage juste après, enfin juste pendant le canal, juste après la sortie de crise, parce que ça a quand même conditionné pas mal de choses cette histoire. C'est que moi c'était un contrat que j'avais signé en septembre, donc on a attaqué le canal en décembre, je devais partir tourner le 8 janvier, j'avais un personnage de merde, mais en même temps je gagnais 25 000 € en un mois de boulot. J'ai 2 enfants, j'ai un gros loyer, je peux pas me permettre de dire merde, surtout que j'étais responsable au niveau des assurances. Si jamais j'y allais pas, parce qu'il y avait des moules sur mon visage, des trucs qui disaient que bon. Et on a pensé un moment avec les gars du canal à mettre un coup de couteau dans le cul ou à faire un truc comme ça pour faire marcher les assurances, et j'ai pas fait et j'aurais dû le faire. Parce que c'est vrai que, hélas, sur une lutte, sur un combat comme ça qui est médiatique aussi, eh ben, ça demande des têtes d'affiche, quoi. S'il n'y a pas la tête d'affiche, d'un seul coup, le truc se perd, le fil s'arrête, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé ça pour nous carotter tout de suite. Dès que je suis parti, boum, tu vois. Voilà. Le plus gros c'est ça.
L'année dernière, bah, je vais vous faire mal, hein, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas lu. C'est pareil, ça fait 2-3 ans que j'ai pas été aussi. Mais pour moi, c'est encore une fois l'essentiel, il est ailleurs. Et je dis des conneries, tu vois. J'ai dû lire Bukowski l'an dernier, qui m'a beaucoup plu, je sais plus lequel, des nouvelles, je crois. J'écoute pas de musique. La musique m'emmerde. Usain Bolt. Justement, j'en ai très peu, bizarrement. Très très peu de souvenirs d'enfants. Le sens du bonheur, être libre, la liberté. La liberté. De mourir. Ben, pour moi, c'est justement aller à l'essentiel, le sens de la vie. Mais je crois que ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, c'est l'échange, c'est rencontrer, c'est échanger, quoi. Échanger. Moi, c'est Jacquard qui m'avait dit ça une fois, et c'est vrai qu'il a raison, quoi. C'est tout ce qui me fait vivre, moi, c'est l'échange. Ça me fait pleurer, ça me fait rire, ça me rend amoureux, enfin, tout, quoi. Bah, justement, c'est être en accord avec ses principes, avec son éthique, et aussi pour ça, bah, accepter de souffrir parfois, accepter. Mais voilà, pas accepter le compromis finalement. Salut, à bientôt.